Pierre-Édouard Stérin, milliardaire d'extrême droite, nous explique qu'il faut faire des bébés blancs, que c'est une priorité, qu'il faut évangéliser. Donc il y a une vibe un petit peu Thaïs Descuffon, hein. On se rappelle qu'elle vous avait expliqué qu'il fallait moins de bébés noirs, plus de bébés blancs. On est dans ce truc-là, sauf que lui, par rapport à Thaïs, il a les moyens de mettre en œuvre un plan machiavélique. On va voir tout ça, il finance des médias, des influenceurs, il a plein d'entreprises, il pèse de fou évidemment parce qu'il est milliardaire. Et donc on va à la fois voir son parcours et ses déclarations récentes et les analyser avec Zoé. Zoé, comment est-ce que ça va ? Ah bah écoute, Badu, ça va très bien. Nous allons pouvoir retourner vers nos droitards les préférés, c'est-à-dire les ethno-nationalistes et libertariens. C'est-à-dire que Pierre-Édouard Stérin, il a la particularité d'être les deux, à la fois se revendiquant d'un catholicisme, mais tu sais, identitaire, racialiste, quoi, vraiment. Et d'un autre côté, d'être un énorme libertarien. Sachez que le mec est à la tête d'une fortune de plus d'1,6 milliard d'euros. Donc je vous rappelle que pour être à la tête d'1,6 milliard d'euros, il faut avoir volé la force de travail de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers, voire de millions de personnes. Et donc, ce pauvre Pierre-Édouard Stérin, il se définit comme réfugié fiscal en Belgique, parce que lui, il est pour que les gens fassent des bébés blancs, mais par contre, il n'est pas pour qu'il y ait un service public de santé, pour pouvoir correctement accueillir les femmes enceintes, les faire accoucher dans de bonnes conditions, bien s'occuper des bébés. Il n'est pas pour un service public de l'éducation. Il n'est pas non plus pour que les gens puissent avoir accès à des logements facilement, accès à de la bonne nourriture, de bonne qualité. Tout ça, ça n'intéresse pas Pierre-Édouard Stérin. Le seul truc, c'est faire des bébés blancs et empêcher les meufs d'avorter. Vous allez voir, on va avancer un petit peu, mais sachez que nous pouvons officiellement le considérer comme un de nos plus grands ennemis, hein, les copains. Voilà. Classique. Bon, on va voir ce qu'il vaut. Est-ce qu'il est sur le même pied d'égalité avec Bernard Arnault ? On avait fait une capsule sur le champagne. On voyait comment était fabriqué le champagne de Bernard Arnault. Sur un pied d'égalité aussi avec Bolloré ou avec des gens comme ça. Je pense qu'il peut un petit peu concourir avec ces gens-là. Même s'il est moins riche, hein, il a moins fait fortune. C'est un loser par rapport à Bernard Arnault. Ouais, gros naze. Hein. Ouais, gros naze quand même. Donc, on va regarder un petit peu la vidéo qui a fait le buzz ces derniers jours. Les domaines d'action prioritaires aujourd'hui en France sont, selon moi, le fait d'avoir plus de bébés de souche européenne, de faire... Ça, c'est extrêmement intéressant, de souche européenne. Ça, c'est vraiment les ethno-racialistes un petit peu aujourd'hui. Ils te disent pas on veut des bébés français. Ils te disent on veut des bébés de souche européenne. En fait, ils veulent des bébés blancs. Parce que je suis pas sûr que des bébés albanais, musulmans et tout, ils soient très contents d'en avoir. Et donc, du coup, c'est marrant parce que ce genre de gars est vraiment dans une vision comme ça de guerre raciale où il faut lutter contre le grand remplacement. C'est vraiment ce discours-là qui a infusé chez ces milliardaires. Ces bébés soient baptisés. Cet homme, c'est Pierre. De faire en sorte que ces bébés soient baptisés. Ah oui, parce qu'il y a des bébés blancs où ça compte pas. Des bébés blancs non baptisés, ça compte pas. Donc il est vraiment, tu vois, dans un truc de natalisme ethnique, quoi. Enfin, parce qu'encore une fois, c'est même pas national. C'est-à-dire que c'est comme Thaïs Descuffon, c'est comme Julien Rochdy, c'est des gens qui parlent d'Europe, qui parlent pas de France. Et donc ils ont une vision ethno-raciale du peuple, alors qui n'a aucun sens, hein, en plus, sur un plan historique, etc. Alors allez voir le Paye ton droitard qu'on avait fait sur Thaïs, il y a 2 épisodes, le premier, où on reparle de ça, de leur vision, de l'Europe, etc. Comme si, tu vois, il y avait une espèce d'unité de peuple entre l'Estonie et la France plus forte qu'entre, je sais pas, la France et des pays méditerranéens, où on a même, sur tous les plans, tu vois, sur le plan culturel, historique, etc., une proximité qui est beaucoup plus forte. Et donc, eux, ils ont vraiment une vision ethnique, la blanchité et tout ça, et catholique, tu vois. Lui, c'est vraiment ça qui est important, c'est le catholicisme. Ouais, en plus de ça, c'est marrant parce que c'est vraiment le catholicisme bas du front, tu vois. Faut qu'il soit baptisé, mais je veux dire... plein de gens qui sont baptisés. Moi, je suis baptisé, je suis pas croyant, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est pas être baptisé, ça va pas changer le monde parce que les bébés blancs ils sont baptisés ou non, et ça va même pas évangéliser le monde qu'ils soient baptisés ou non, tu vois. Mais lui, c'est très important pour lui, quand même. Pierre-Édouard Stérin, un milliardaire français, catholique, ultra-conservateur et dont l'ambition est de faire gagner la droite ou l'extrême droite en France aux élections. Il a tellement la tête de l'enfant, putain, il a une tête illuminée de droite et tout. Il a une tête à Samuel Pierre-Édouard, tu vois. Oui, puis alors dans le genre illuminé, enfin vous allez voir, on va avancer sur le gars, mais en fait le mec est en mission divine. Hein. Il a dit qu'il avait envie de devenir un saint et donc voilà, qu'il allait mettre toute sa fortune et toute son énergie pour faire passer une politique d'extrême droite, ultra-libérale, racialiste, extrêmement brutale. Je crois qu'il n'est pas dans la bonne religion. Je crois que s'il était protestant, peut-être qu'il pourrait être un peu sanctifié en tant que milliardaire libéral et tout.
Mais en tant que catholique, Pierre-Edouard, t'es peut-être pas dans la bonne religion non plus, quoi. J'ai Ah pas bah écoute, l'impression pas qu'il du tout. fait l'aumône pauvre, le gars, tu vois. Ah si, mais en fait, tu vas voir, si, le Au principe, pauvre c'est ça. blanc. Mais oui, et tu sais, c'est vraiment cette baise absolue de la charité, tu sais, de dire, en fait, on va couper toutes les aides sociales, on va couper tout ça. Fin de l'assistanat, tu vois, c'est un grand pourfendeur de l'assistanat. Le mec n'est bien sûr pas un assisté, hein. Pierre-Édouard Stérin, c'est lui-même qui fabrique sa bagnole, c'est lui-même qui goudronne les routes sur lesquelles il roule, c'est lui-même qui fait le placo dans sa baraque, c'est lui-même qui fait pousser la bouffe qu'il mange, c'est lui-même qui fabrique les téléphones, c'est d'ailleurs lui-même qui va miner le coltan pour fabriquer le téléphone avec lequel il communique avec les gens. Enfin, Pierre-Édouard Stérin fait tout seul, hein, c'est bien connu. C'est comme ça qu'il a réussi à fabriquer tout seul avec ses petits bras 1,6 milliard d'euros. Mais tu vois, il est très contre les assistés. En fait, le fond du truc derrière, c'est de dire, tu coupes toutes les aides. Et par contre, ce sont les ultra riches qui vont, quand ils ont envie, par charité, donner à telle ou telle personne. Et donc, tu verras, mais il a tout un tas d'actions sociales. Par exemple, il fait des endroits où on accueille les jeunes mères isolées qui ont décidé de ne pas avorter. Attention, c'est très précis. J'imagine que ce ne sont que les blanches. Tu vois, il fait des trucs comme ça. La charité, quoi. C'est la différence entre la charité et le collectif, hein. 2027. L'homme d'affaires a fait sa fortune grâce au Smartbox. Mais déjà, l'enfer du gars. C'est vraiment. Déjà, le mec a une vibe Dupont de Ligonnès. Ah oui, c'est Dupont de Ligonnès qui a réussi. Voilà ma take. Ouais, il a une vibe Dupont de Ligonnès. Et en plus, cette espèce de genre start-up, les Smartbox, quelle baise. C'est toujours des trucs de merde donnés par quelqu'un qui a pas trop d'idées parce qu'en fait il connaît pas trop la personne à qui il veut offrir quelque chose et donc du coup il se force à pas offrir un truc en disant ouais ça doit lui plaire ou je sais pas trop quoi. Au final je pense qu'il y en a un tiers qui sont pas utilisés parce que c'est toujours un truc on te dit oui t'as un an pour le faire mais au bout de 8 mois tu penses pas que tu avais une Smartbox pour faire de l'acrobranche à 60 km de chez toi, tu vois, c'est pas forcément dans ta tête quoi. Enfin c'est vraiment de la merde quoi. Et le modèle économique il repose aussi sur le fait que tu sais comme les gens vont longtemps après chez le restaurateur, si c'est un dîner, tu vois, ou chez l'hôtelier, ou faire l'activité, et ben en fait, ça lui fait de la trésor. Parce que la personne a acheté la Smartbox, et Smartbox, en fait, ne reverse la thune à l'activité en question, resto ou machin, qu'au moment où l'activité est faite. Et donc, le mec a pu se faire de la trésor comme ça, et donc j'imagine faire de l'investissement, faire fructifier, etc., la trésor. Tu vois, c'est vraiment un modèle smart économique. Pour lui. C'est smart pour lui, mais c'est pas smart pour les autres. Ouais, c'est vraiment un modèle économique de ponction du travail des hôteliers, des restaurateurs, etc. et des gens qui n'ont pas d'idée pour les cadeaux. C'est vraiment du parasitisme, quoi. Mais moi, c'est un débat parallèle, mais je suis un peu un pourfendeur des cadeaux obligatoires, tu Bah vois, à oui, Noël. Enfin, je comprends le principe, tu vois, mais en fait, des fois, tu vois quelque chose, tu sais que ça va plaire à une personne que tu connais et tu lui achètes et c'est pas son anniversaire, c'est pas, tu vois, c'est pas Noël, tu vois. Et se forcer à acheter des dizaines de cadeaux, parfois à des gens que tu vois une fois dans l'année, donc tu les connais pas trop, alors qu'en fait, t'es content de partager un moment avec eux et le cadeau, ça peut juste être d'acheter, je sais pas, un truc que tu manges pas habituellement et que tu peux manger avec eux, ou être dans un lieu que t'as loué parce que tu serais pas habituellement là-bas ou un truc comme ça, tu vois. Mais je trouve ça un peu lugubre, ce truc de acheter le plus de cadeaux possible dont personne n'a rien à foutre à des gens que tu connais malheureusement pas trop, tu vois. Enfin, c'est un peu bidon, quoi. Ah, je suis d'accord, moi, depuis qu'on a fixé dans ma famille qu'on faisait pas des cadeaux à tout le monde tout le temps. C'est dans ma belle famille, tu sais, c'est des méga grandes familles où tu te retrouves à Noël à 40 et tout, là, c'est l'enfer en fait. Tu sais, tu te retrouves avec des bougeoirs à la con, dont on a rien à foutre, les gens ils ont dépensé de l'argent pour rien. Enfin, c'est nul, quoi. Et la Smartbox, c'est vraiment typiquement ça, c'est la culture du cadeau obligatoire, alors qu'en fait, ça fait vachement plus plaisir. Tu vois, même avec mon conjoint, on s'offre pas forcément des cadeaux à chaque anniversaire et tout. Mais par contre, quand tu t'offres un truc, c'est cool en fait. Et c'est pas forcément au moment de l'anniversaire. Et c'est parce que c'est un truc où tu sais que ça va faire super plaisir à la personne parce que tu la connais bien et que c'est cool, quoi. Bref. Ouais, c'est ça. Et Mais surtout que les Smartbox, je pense, allez, un tiers, ça doit être des trucs de resto ou d'hôtel, tu vois. Je veux dire, si tu veux faire un resto avec quelqu'un, le jour où t'es avec lui, tu l'invites au resto, tu vois. Enfin, je veux dire, est-ce que t'as vraiment besoin de prendre une Smartbox pour lui dire dans un an, tu pourras aller faire un resto, tu vois. Ouais, puis moi, j'en ai eu des Smartbox. Je me souviens de ces trucs que ma belle famille m'offrait, par exemple, avec mon conjoint. Tu te retrouves avec, tu sais, une nuit dans une cabane à 150 bornes de chez toi. Enfin, moi, ça me fait chier, quoi. J'ai pas envie de faire ça. Bref. Ouais, à la limite, tu vois, des cartes cadeaux dans un truc un peu plus utilitaire, genre une carte cadeau Décathlon, moi je trouve ça plus utile et t'es plus sûr de la dépenser qu'une Smartbox à 150 bornes de chez toi. Alors je vous rappelle que dans la liste de ce qu'on va collectiviser en priorité, il y aura Amazon, Ikea
et Decathlon, parce que je suis désolée, mais Quechua, quel banger, quoi. Ah Les bah on est tentes d'accord, c'est un Quechua, banger. Moi, 50 balles chez énorme Decathlon, ça me banger. fait toujours plaisir. Hein. mais c'est trop bien. Vraiment, Non, mais il y a tout collectivisation dans ce magasin. direct. Bref. Ces Allez, mais on va coffrets pas cadeaux. collectiviser Smartbox, par contre. Smartbox, Pierre-Édouard Sterrin, on va tout te reprendre et on va niquer ta boîte de merde. La Smartbox, ça sert à rien, c'est de la merde. Mais c'est purement parasitaire. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment un truc de parasite de con. Hein. En 2021, il a créé le Fonds du bien commun qui finance des associations majoritairement. La petite gaine du mec, je te promets, il y a une vibe Dupont de Ligonnès. Ah ouais. Tu mets un wanted sur sa tête, quoi. Ah ouais. Tu sens que si le gars avait foiré ses expériences entrepreneuriales, il aurait peut-être réfléchi, tu vois. Est-ce que ses enfants ont le droit de rester sur Terre ou pas malgré son échec, hein. On sait pas. Catholique et dont l'objectif est de faire infuser dans la société des idées conservatrices. Voilà, me concernant, Conservatrice, ces objectifs sont assez simples. Hein. Mais ça, c'est. Non, mais. c'est là, réactionnaire, c'est pas conservateur, hein, c'est réactionnaire, c'est pas la même chose. Hein. on est dans le paradoxe absolu de la bourgeoisie. Et vraiment dans l'idéalisme de la bourgeoisie. C'est-à-dire que les mecs sont dans des modes de financiarisation, de marchandises de production extrêmement modernes. Et ça fait bouger les idées des gens et ça les rend moins conservateurs. Je veux dire, tout fluidifier et tout, faire en sorte que les gens, leurs études soient à 200 bornes de là où étaient leurs parents, puis après, ils sont dans un marché du travail ultra flexible où au final, ils se retrouvent encore à 200 bornes de là où ils étaient dans leurs études. Évidemment que ça détruit la famille patriarcale, classique, nucléaire, parce que tu vois plus ta famille, en fait, tu vois. Donc à la fois il prône ça et à la fois il fait culpabiliser les gens et il dit oui mais en fait il faut retourner à un petit mode de production archaïque. Enfin tu vois, il veut les valeurs et les idées des modes de production plus archaïques comme le féodalisme, mais il prône un espèce d'ultra-libéralisme avec une flexibilité individuelle et tout ça, quoi. Ça n'a aucun putain de sens ce truc. Exactement, et c'est le même problème sur la natalité, et ça on en parle souvent, des obsessions des droitards sur la natalité qui sont persuadés que la natalité baisse à cause du wokisme, alors qu'en réalité, quand tu regardes, la natalité baisse pour de multiples facteurs, et notamment parce qu'on a des conditions de vie, avec une possibilité de contrôle des naissances certes, mais des conditions de vie qui ne donnent pas envie, ne donnent pas la possibilité de faire des enfants dans de bonnes conditions. Et ça, Pierre-Édouard Sterrin, qui d'un côté pense... tu vois, faire des politiques natalistes. Alors, dans ces entreprises, tu vois, il propose des primes aux gens qui ont des enfants, tu vois, ce genre de truc. Il fait un peu ça. En fait, ce qu'il comprend pas, c'est que c'est un truc absolument global, que ça peut pas être... Tu sais, c'est vraiment le paternalisme patronal au pire de ce que tu peux faire, tu sais. C'est-à-dire, le mec s'immisce dans la vie de ses employés, les rend dépendants de lui, tu vois, parce que du coup, c'est pas un truc... tu vois, avoir une prime de naissance de ton patron d'extrême droite qui est content que t'aies fait un bébé blanc, c'est pas la même chose qu'avoir repris au patron d'extrême droite qui veut qu'on fasse des bébés blancs, tout ce qu'il a volé pour le mettre en commun et décider nous tous ensemble, tu vois, les caisses de sécu, quand on parle de caisses de sécu gérées par les cotisants, c'est ça, c'est de dire on met l'argent en commun, mais aussi dans le monde communiste, l'idée c'est d'avoir une vraie démocratie dans la manière dont on utilise l'argent et c'est pas des milliardaires qui décident à qui je donne pas, la charité de mon cul et tout, quoi. Bah oui, carrément. Ouais. Elle contribue à la promotion du Christ, à la défense et au développement de mon pays, à savoir la France. Le fait de mon pays. Alors, on va regarder tout à l'heure, mais il vit en Belgique, le gars, parce qu'il est exilé fiscal. Mais... Réfugié fiscal. C'est comme les mecs qui fuient la guerre au Darfour, tu vois, mais version je paye trop d'impôts, quoi. Version Pierre-Édouard. Le fait d'avoir plus de bébés de souche européenne. 2, de faire en sorte que ces bébés soient baptisés, donc d'évangéliser de façon plus globale. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'évangéliser les bébés, mais également d'évangéliser tous ceux aujourd'hui qui ne sont pas catholiques ou... C'est sûr que évangéliser les bébés, je sais pas s'ils comprennent grand-chose. Hein. Bah, écoute, moi je pense qu'ils pourraient faire des efforts quand même. Hein. Qui sont d'anciens catholiques. Je pense qu'il nous faut une France évidemment forte. Ça, c'est toi, c'est toi. Ouais, il a décidé d'évangéliser. Bah, il a dit il veut évangéliser pas que les bébés, mais aussi les gens qui sont d'anciens catholiques. Ah. Ça, c'est toi, ça. Ça, c'est toi, moi je suis pas concernée. Moi, je pense moi je suis pas une vraie blanche. Moi, je pense qu'il me considère comme un catholique et toi comme une ancienne catholique. Je pense qu'il considère les athées comme des anciens. Ah bah oui. Moi, je suis déjà, je suis déjà à un niveau où je suis baptisé, je fais ma communion. Moi, je peux aller dans une église et paraître tout à fait normal, tu vois. Toi, par contre, t'es une ancienne catholique, c'est-à-dire que tu devrais être catholique parce que t'es blanche, t'es en France, mais tu l'es pas vraiment, tu vois. Et c'est toi qu'il faut évangéliser. Moi, qu'est-ce que tu veux m'évangéliser ? Je veux dire, il va pas me forcer à croire. J'ai rien à évangéliser chez moi. Pierre-Édouard, il va être vraiment déçu. Enfin, moi, il faut faire toute mon éducation. Hein. Je n'ai jamais assisté à un baptême de ma vie. J'ai dû assister une fois à un mariage religieux. Non, quoi, je suis en train de réfléchir. Je crois que tous les mariages que j'ai faits, c'était pas des mariages religieux.
Et si parfois il y a des enterrements de vieux qui croient encore en Dieu, donc là, voilà. C'est vraiment mes Ouais, je te seuls considère contacts comme un avec eux. individu mondialisé et fluide. Là, hein. Ah bah clairement. Ah non, mais là, Pierre-Édouard, je suis ton pire cauchemar, je pense. Totalement déraciné, Zoé. Hein. Voilà. Pourtant, Pierre-Édouard, moi, j'ai fait des bébés blancs. J'ai fait des bébés blancs. Eh oui. Mais c'est T'aimes pas des vrais aller bébés blancs. Moi, j'aime bien aller à la messe à Noël ou un truc comme ça. Tu vois, t'aimes pas ça, Mais toi? c'est pas la culture de ma famille. Non, mais sans être la culture de ta famille, il y a des chants, il y a, je sais pas, c'est. Ah non, mais moi, je Il y a aussi un comprends le côté côté. traditionnel, culturel, tu vois, sans y croire Ouais, forcément. mais moi, tu vois, ça, je l'ai plutôt vu dans d'autres religions, parce que j'ai une branche de ma famille qui est pratiquante, mais qui est pas chrétienne, tu vois. Et je comprends, tu vois, le côté, la sacralité, enfin, tu vois, je comprends le truc. Mais enfin, moi, pour le coup, vraiment, j'ai zéro culture catholique, quoi. Zoé a Vraiment. déjà fait la tête de veau pour la mort de Louis XVI, mais Oui. elle avait fait une Ah oui. messe de Noël. Ça, oui, pardon, Pierre-Édouard, moi, par contre, ouais, 21 janvier, c'est tête de veau. Une France enracinée. Donc, maintenant, s'il fallait vous donner des exemples d'actions extrêmement concrètes qu'on peut essayer de développer sur la natalité, c'est tout simple. Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont jeunes, mariez-vous jeunes et faites un maximum. Alors, je suis pas sûr que se marier, ça améliore la natalité, mais pourquoi pas? Je veux dire, je suis pas contre, hein, mais il dit, j'ai un conseil extrêmement concret pour faire des bébés, mariez-vous, tu vois, si tu veux. Après, là où il a pas tort, c'est que c'est vrai que, tu sais, quand les gens disent... Il y a eu une émission, notamment chez Blast, de Salomé Saké, qui a invité une sexologue, là, il y a pas très longtemps, que j'ai regardé. J'ai trouvé que le discours de la sexologue était assez mauvais, très honnêtement. Mais notamment, elle dit, voilà, les jeunes générations font moins l'amour et tout ça. En fait, quand tu regardes les faits, c'est pas que les jeunes générations font moins l'amour, c'est qu'elles se mettent moins en couple. Il y a moins de mise en couple, notamment jeunes et tout ça. Et quand tu es en couple, en général, tu as une activité sexuelle plus fréquente que quand tu ne l'es pas, même si, quand tu ne l'es pas, tu arrives souvent à rencontrer des gens et tout. C'est quand même compliqué d'avoir 3 personnes différentes par semaine. Enfin, tu vois, bon, j'imagine que c'est possible, mais c'est pas très fréquent, quoi. Et donc, en fait, en termes de nombre de rapports, tu as moins de rapports quand t'es pas en couple que quand t'es en couple, en général, particulièrement quand t'es jeune. Et donc, en fait, là où il a pas totalement de tort, c'est la mise en couple le problème, mais en fait, si les gens ne se mettent pas en couple, c'est pas parce que ils n'ont pas pensé à se mettre en couple. C'est pas parce qu'ils se sont dit ah mais oui c'est vrai, tiens je pourrais me mettre avec quelqu'un et me marier avec. C'est qu'ils ont du mal à se mettre en couple pour de multiples raisons. Tu l'as dit, le fait de quand tu as entre 18 et 25 ans, si tu vas faire des études par exemple, il faut que tu changes d'endroit régulièrement. Ou alors si tu commences à travailler tôt, tu as les métiers professionnels et tout, c'est des métiers où en réalité c'est souvent des métiers très genrés. Tu vois, tu as des métiers, les filières pro pour les filles, je sais pas, esthétique, coiffure, soins à la personne, voilà. Et des filières pro pour les garçons, entre guillemets. Alors, vous me comprenez bien, ça veut pas dire que l'un et l'autre métier n'est pas faisable par l'autre genre. Mais en tout cas, c'est très genré. Je sais pas, maintenant, c'est industriel, chaudronnerie, électrotech, enfin, voilà, quoi, carrosserie et tout ça. Et donc, il y a moins de lieux de rencontre. Et quand tu regardes, aujourd'hui, les gens se rencontrent beaucoup plus sur Internet, en fait, ce qui est un mode de rencontre particulier en fonction des applis, qui peut ne pas convenir à certaines personnes et tout. Et Sterrin, lui, il croit vraiment à ça parce que dans les bonnes œuvres qu'il fait, il y a notamment une filière qui se présente comme luttant contre les violences faites aux femmes et qui est en réalité des trucs d'accompagnement de couple, tu vois, pour pousser les gens et notamment les femmes, parce que c'est plus souvent les femmes qui choisissent de se séparer que les hommes. Alors, spoiler, c'est souvent qu'elles ont de bonnes raisons de vouloir se barrer, notamment subir de la violence, enfin voilà, des trucs assez fréquents en fait. Et Sterrin, lui, il finance ce truc qui, en fait, pousse les couples à rester ensemble et donc les femmes à rester avec leur conjoint. Et on peut bien sûr se douter que ça sous-entend aussi de pousser des femmes qui subissent des couples dans lesquels elles vivent des violences, de l'exploitation, etc., à rester dans la situation mauvaise pour elles dans laquelle elles sont, quoi. Cet extrait provient d'une vidéo publiée le 24 juillet par l'Institut du Bon Pasteur sur YouTube et repérée par des internautes. Pierre-Édouard Sterrin était l'invité de la conférence parisienne Agir en chrétien pour le bien. Il y avait l'abbé Raffray, là, non? Non. C'est bien le style. J'ai pas bien vu, mais j'ai l'impression là, c'est. Ouais, je sais pas, c'est loin, mais il ressemble à l'abbé Raffray, quand même. Après, déjà, il est en soutane, on est d'accord, ouais. Oui, donc déjà, c'est précis, tu vois. Oui. Alors moi, je m'y connais pas en dogme, en rite catholique, mais je m'y connais en mec d'extrême droite catholique, ça oui. Agir en chrétien pour le bien commun qui se tient chaque année. Exilé fiscal en Belgique, il avait l'obligation de se rendre en personne à l'Assemblée nationale en mai dernier. Il devait être auditionné dans le cadre d'une commission d'enquête sur le respect des lois qui entourent les élections, mais ne s'est pourtant pas présenté. L'entrepreneur de 51 ans devait s'expliquer sur son projet Périclès, un projet qui avait été révélé par le journal L'Humanité en...
Mais ça, on en avait parlé pas mal du projet Périclès, donc le projet de financement d'influenceurs d'extrême droite et de médias d'extrême droite, voire pas forcément d'extrême droite. Par exemple, un média. Enfin, je sais pas si le média comme Le Crayon, ça rentre dans le projet Périclès, par exemple, tu vois. Parce que Pierre-Édouard Stérin finance Le Crayon. Le Crayon n'est pas un média d'extrême droite. C'est un média qui peut tendre la main à des gens d'extrême droite. C'est un média plutôt qui se dit neutre, mais qui se. Plutôt un peu de droite, je pense. Mais voilà, c'est un média qui peut aussi inviter des gens de gauche. C'est pas frontière, quoi, Le Crayon. Alors, 2024. je me permets de rappeler la signification de l'acronyme Périclès. Tu le connais? Non, je connais le Riclès, mais je connais attends. Périclès aussi. Mais je connais pas Oui. Périclès. Donc c'est un jeu entre Périclès, la tradition antique, et donc patriote, enraciné, résistant, identitaire, chrétien, libéraux, européen et souverainiste. Ça donne envie. Il n'y a Hein. rien qui va. Il n'y a rien qui Ça va. donne envie. Bon, chrétien à la limite, tu vois. Enfin, moi que les gens soient chrétiens, Non, mais bien sûr, mais le tout pue la merde. Hein. Il s'agit d'un plan d'investissement de 150 millions d'euros pour faire accéder le Rassemblement national au pouvoir, notamment dès les élections municipales de 2026. Bon, ok. Alors, est-ce Dinguerie, que, hein. avant qu'on passe à sa biographie, qu'est-ce que tu penses de Pierre-Édouard Stérin? Est-ce que tu penses qu'il est pire que Bolloré ou pas? En fait, je pense qu'il est plus illuminé que Bolloré. Je ne sais pas si on peut dire plus dangereux, parce qu'il a quand même pour l'instant un peu moins de puissance, même s'il en a beaucoup. Plus illuminé, c'est d'un côté, tu sais, c'est un peu plus dangereux parce que tu dis ces gars-là, quand ils arrivent au pouvoir, s'ils arrivent au pouvoir, ils peuvent vraiment faire des trucs turbo flippants, tu vois. Enfin, vraiment quoi. Des Ah trucs, ouais, le gars est flippant. Hein. Ah ouais. Le mec est vraiment flippant. Après, je me dis, c'est tellement gros et son discours est tellement, tu vois, il aura beau mettre la thune qu'il veut et tout, il y a quand même des conditions concrètes, matérielles de vie qui font que moi, je ne crois pas à un retour massif d'une pratique catholique, intégriste, réactionnaire, très diffuse dans la société et tout. Enfin, je ne vois pas quelles sont les conditions concrètes qui permettent l'avènement d'un projet comme ça. Alors qu'un projet Bolloré, tu vois, qui est moins empreint de religion, mais qui est un projet quand même ultra-libéral, raciste et tout ça, me semble beaucoup plus à même de pouvoir accéder au pouvoir encore plus qu'il ne l'est déjà, parce que plus adéquate à la période qu'on vit actuellement. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Mais bien sûr, mais qu'on soit clair, les retours d'identitarisme ou de gens qui se tournent vers la religion en tant que crise, ça existe, notamment quand on ne voit pas de débouché collectif possible, plus socialiste, qui a tendance à être athée ou des choses comme ça. On peut aller soit dans des gens qui vont se retrouver dans l'extrême droite française, catholique, la culture française ou je sais pas trop quoi. Et on peut aussi avoir... On sait que c'est un facteur de résilience chez des immigrés qui vont par exemple être musulmans, se retrouver un peu plus dans l'islam, dans la famille, dans des choses comme ça, parce qu'en fait quand on n'a plus rien de possible de manière de faire collectif au niveau français, que tout le monde nous chie à la gueule, et ben on se remet dans son groupe un peu plus restreint, on va dire, ethnoculturellement quoi. Mais au niveau global, au niveau de la dynamique historique, même dans des pays comme je pense à l'Arabie Saoudite par exemple, ces pays-là sont en train de se libéraliser. Même des pays qui revendiquent un aspect religieux très fort sont en train de se libéraliser. Pourquoi ? Parce que quand tu commences à avoir des sociétés où, je sais pas, tu veux former des femmes à être ingénieurs parce que tu en as besoin pour ton industrie, bah, c'est compliqué de leur faire 10 gosses en même temps, quoi. C'est compliqué de les pousser dans un traditionnalisme qui va de pair en général avec la religion. Et donc tu es obligé d'être un petit peu entre les deux. Je sais que l'Arabie Saoudite, par exemple, autorise aujourd'hui l'alcool dans des bars ou dans des restaurants pour essayer d'avoir du tourisme. C'est les conditions matérielles qui les poussent à faire ça. Ça va contre le dogme musulman. Et donc, croire aujourd'hui, dans un pays aussi avancé technologiquement et capitalistiquement, on va dire, que la France, qu'on va faire renaître une sorte de catholicisme comme il y avait il y a 300 ans, ça n'a aucun sens, quoi. C'est vraiment des visions identitaires de gens qui fantasment le catholicisme et qui essaient, de manière romantique, de se dire « Ouais, c'était mieux avant, c'était mieux quand c'était comme ça ». Mais ça rentre en contradiction avec les conditions matérielles d'existence. Et c'est pour ça que la lutte contre le christianisme aujourd'hui, ou la lutte des débiles de droite ou conservateurs contre l'islam, elle a aucun sens. Je veux dire, si vous comprenez ce qui se passe au niveau de la dynamique générale, vous n'allez pas avoir demain une théocratie en France. Ça n'a aucun putain de sens. Vous pouvez avoir une dictature fasciste, ça c'est pas impossible, qui se dira peut-être de la théocratie, je sais pas trop quoi, mais qui n'appliquera rien de la religion et qui sera juste une dictature de la bourgeoisie réactionnaire, quoi. Mais vous n'allez pas avoir un renouveau, sauf si la technologie s'effondre et qu'on revient comme après l'Empire romain à des niveaux très moins avancés au niveau du mode de production, on va dire, que ce qu'était le mode de production romain.
demain. Si vous avez, je sais pas, la perte de certaines conditions matérielles, vous allez peut-être avoir un regain de spiritualité passée sous de nouvelles formes. Évidemment, c'est jamais exactement sous les mêmes formes, mais aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on va pas avoir une religion aussi forte qu'il y avait il y a 400 ans parce qu'on n'en a plus besoin, en fait. Alors, ça n'empêche pas les gens individuellement d'avoir une spiritualité, c'est pas ça qu'on dit. Moi, je m'en fous que les gens aient une spiritualité individuellement, mais en tant que fait social général et dans la fonctionnalité qu'a joué à un moment donné la religion dans la société, c'est-à-dire la fonctionnalité de donner à la fois la légitimité au roi, la légitimité à certaines personnes, de pouvoir s'immiscer dans les affaires judiciaires, par exemple. Avant que la bourgeoisie accède au pouvoir, les affaires judiciaires aussi pouvaient être interprétées par rapport à des dogmes qui avaient des origines religieuses ou qui étaient des dogmes religieux. À partir du moment où on rentre dans des dynamiques beaucoup plus capitalistes, où on est obligé de tout mesurer, comme ça, on est obligé de faire des équivalences entre les choses, hein, c'est aussi le rôle de l'argent. On rentre aussi dans des modes de juridiction qui sont beaucoup plus, comme aujourd'hui, dans le sens d'une espèce de juridiction abstraite où la loi est la même pour tous et où il faut des équivalences entre les différents cas, quoi. Christian parle souvent des travaux d'Alain Beer, mais il y a vraiment un rapport entre la conception scientifique du monde, la conception légaliste qu'on a après l'accession de la bourgeoisie au pouvoir, et la manière dont le mode de production qui est porté par la bourgeoisie s'est mis en place, c'est-à-dire un mode de production où ce qui compte en dernière instance, c'est la valeur abstraite, pouvoir compter les heures de travail, pouvoir compter le profit qu'on fait et tout ça, quoi. Enfin bref, aujourd'hui, je ne vois pas comment on pourrait avoir un retour du religieux. C'est pour ça que se battre contre le religieux en tant que tel n'a aucun sens. Même à droite, hein, je veux dire, se battre contre le catholicisme, contre l'islam, contre le judaïsme ou je ne sais quoi, ça n'a aucun sens. Il faut viser non pas des idéologies derrière lesquelles se cachent des sujets collectifs, mais il faut viser des sujets collectifs. Or, des sujets collectifs comme celui représenté par ce terrain, c'est-à-dire une bourgeoisie réactionnaire, c'est un sujet collectif contre lequel on se bat. C'est un sujet collectif qui ne veut que continuer à nous exploiter et le fera, on le voit, hein, c'est un illuminé, le mec, je pense qu'il ira aussi loin qu'il pourra aller. Et des sujets collectifs qui peuvent être aussi croyants, comme par exemple les musulmans en France, même si c'est pas un sujet collectif clair, parce qu'entre un mec qui est musulman et qui a une entreprise et un mec qui est musulman et qui est prolétaire, et c'est pas exactement la même chose, mais de manière générale, les immigrés et non immigrés aussi qui sont musulmans en France, ils sont plutôt dans les classes populaires et c'est plutôt des prolos. Ben, eux, on va pas s'attaquer à leur religion en tant que telle non plus, mais on va se dire que ces gens-là, en fait, ont un potentiel progressiste en tant que sujet collectif qui fait partie des gens les plus dominés en France et qui a comme seule possibilité pour pouvoir un jour vivre dans un monde meilleur que faire alliance avec les autres personnes qui sont dominées en France, quoi. Ben, bref, j'étais un peu long, mais voilà. Non, mais tu as totalement raison. Et tu vois, moi, avant qu'on regarde le wiki, je voulais rajouter un autre truc. Tu vois, dans son rapport, et ça montre un peu dans ce que tu disais, leur côté idéaliste, tu vas pas capter comment la société évolue et pourquoi elle évolue de telle ou telle manière. Dans son rapport à la natalité, donc Pierre-Édouard Stérin est fermement opposé à l'interruption volontaire de grossesse. Il appelle ça des infanticides. Et il est persuadé, comme plein d'autres, que c'est l'accès à l'IVG qui, en partie, est responsable de la baisse de la natalité. La réalité sur l'accès à l'IVG, c'est qu'en France, donc l'IVG, comme vous le savez, a été légalisé en 1975, donc c'est en fait relativement récent. Dans notre histoire, je me permets de rappeler que l'URSS avait fait partie des tout premiers pays du monde, les pays communistes, à autoriser l'accès à l'IVG dès le début du XXe siècle, bien avant nous, des décennies avant nous. Et donc, ce qu'on a observé en fait dans les chiffres, c'est qu'il y avait autant de femmes qui avaient recours à l'IVG avant ou après sa légalisation. Par contre, avant, les IVG se faisaient dans des conditions clandestines, avec des risques majeurs. Et on estimait à ce moment-là qu'il y avait 3 femmes par jour qui mouraient d'IVG clandestin, de complications comme des hémorragies, comme des infections. Et pour une femme qui meurt, il y a 30 à 40 femmes qui ont des complications graves d'accouchement qui ne sont pas mortelles, mais qui peuvent entraîner des handicaps, des modifications, une infertilité par la suite. Enfin voilà, tout un tas de problèmes gravissimes. Et donc, je me permets de rappeler ça parce que, en fait, si... mettons, et on va tout faire pour que ça n'arrive pas, mais arrive au pouvoir une droite extrêmement dure qui décide pour des raisons natalistes de restreindre le droit à l'IVG, les femmes iront quand même interrompre leur grossesse. Par contre, elles risquent de le faire en prenant des risques. Et qu'on soit très clair, sur leur chemin, ils trouveront des soignants et des soignantes qui s'organiseront clandestinement pour pouvoir permettre aux femmes d'avoir accès à des IVG de manière le plus safe possible. Et ça, je le dis, il faut qu'ils l'entendent très clairement. Nous serons des milliers de soignants à refuser ce genre de choses parce que c'est notre travail de soigner les gens. Et que nous refusons de laisser des milliers de femmes mourir
du fait d'IVG clandestin parce que vous avez choisi pour un délire nataliste complètement débile, plutôt que d'investir dans les services publics, plutôt que de donner des bonnes conditions de vie aux gens qui permettent d'accueillir correctement des enfants. Vous voulez leur restreindre le droit à l'IVG, elles risquent d'en mourir et donc vous trouverez sur votre chemin beaucoup de gens qui s'opposeront fermement à ça et j'en ferai partie. On va du coup peut-être un peu voir son Wikipédia. Donc Pierre-Édouard Stérin est né le 3 janvier 1974 à Évreux, est un entrepreneur et milliardaire français proche de la droite et de l'extrême droite française, s'inscrivant dans le catholicisme identitaire. Il est le cofondateur et le principal actionnaire du groupe Smartbox, entreprise spécialisée dans la vente de coffrets cadeaux à la suite de son premier investissement dans La Fourchette, devenu The Fork, qu'il a depuis revendu. Il a créé son Family Office, Otium Capital. Il figure au capital de médias comme Néo et Le Crayon. Alors déjà, c'est à mourir de rire. Le mec nous casse les couilles avec l'enracinement et il n'a que des trucs avec des noms en anglais. C'est ça. The Fork, Smartbox, Family Office, Néo, quoi. Ouais, il y a Le Crayon en français, mais c'est n'importe quoi, tu vois. Oui. Le mec se la joue plus royaliste que le roi et en fait, c'est un américanoïde. Son projet Périclès, dévoyé en 2024, vise à financer le Rassemblement national et d'autres structures pour favoriser une union des droites et permettre in fine la victoire idéologique et électorale de l'extrême droite. Né en 1974 à Évreux d'un père expert comptable et d'une mère travaillant dans une banque, Pierre-Édouard Stérin est élève du lycée Aristide Briand en section économique. Après des études à la Sorbonne et à l'EM Lyon Business School, et en sort diplômé en 1998. Lors de ses études, il milite à l'Union nationale interuniversitaire, donc à l'Uni. Ok. Oui. Alors l'Uni qui était déjà très à droite, même si, enfin tu sais, l'Uni s'est vraiment encore droitifié là, ces dernières années, pour vraiment être aujourd'hui, je pense, un syndicat d'extrême droite. Je pense qu'on peut le dire. L'Uni, en plus, ça paraît pas tant à droite que ça, de base. Tu te dis, ouais, mais oui, mais ça a vraiment une image beaucoup moins à droite que ça ne l'est. Oui. Comme les Républicains, un peu, aujourd'hui. En 98, il débute dans la salle des marchés de la Société Générale, un poste qu'il quitte au bout de 6 mois où il vend des produits dérivés. Il travaille ensuite pour une courte durée comme analyste chez Exane, une société d'investissement financier, puis démissionne. Entrepreneur, en 1999, il fonde avec 2 amis la société de distribution de logiciels à domicile Black Orange, qui devient leader en France. Mais en raison d'une mésentente, les associés cèdent l'affaire 2 ans plus tard pour 3 fois rien, au moment où la bulle Internet éclate. Entre 2001 et 2002, Stérin est à l'initiative d'une vingtaine de projets entrepreneuriaux qui se soldent par des échecs. Non mais déjà, le mec doit y avoir de la thune de la famille, parce que pour avoir 20 projets entrepreneuriaux qui se soldent par des échecs, il y a un problème, tu vois. Alors lui, il te dira, voilà, en fait, chaque échec est une épreuve qu'il faut savoir traverser. C'est la 21e fois. Ça, je vous rappelle que c'est la mentale Dupont de Ligonnès, qui a emprunté de l'argent partout autour de lui pour pouvoir tenter des projets entrepreneuriaux nuls à chier, à répétition et à répétition et à répétition. Et il mentait à sa famille sur la situation financière dans laquelle il était, chose qui a probablement précipité son passage à l'acte, d'ailleurs. Il se rend aux États-Unis pour observer les tendances du marché et rencontre à Boston un entrepreneur créateur qui propose un système d'épargne alimenté par des points de fidélité acquis en consommant. Pierre-Édouard Stérin tente d'en adapter une variante, approche plusieurs sociétés mais n'obtient que des refus. Il tente ensuite de développer avec Philippe Denef, entrepreneur belge, un système de carte de fidélité valable dans plusieurs anciennes et démarche pour cela de grands groupes français. Mais à nouveau sans succès, c'est drôle parce qu'en plus le gars, il fait que des trucs qui sont parasitaires de fou, tu sais, genre des cartes. Tu sais, il y a vraiment, les gens te disent oui, l'entrepreneuriat, j'ai créé un truc, un produit de mes mains, mais là le produit, il est vraiment nul, quoi. C'est pas du tout. C'est pas le mec qui a inventé Windows, tu vois. Je te jure que c'est pour ça qu'il me fait encore plus penser à Dupont de Ligonnès. Dupont de Ligonnès, c'était exactement ça. Ses projets, tu sais, c'était des trucs genre faire des cartes de fidélité pour des commerciaux qui, du coup, ont des prix dans des hôtels. Enfin, tu sais, c'était que ça. En 2003, Stérin s'associe à Philippe Denef pour lancer en France le concept de coffret cadeau créé par la société belge Weekend Desk, dont il lance la franchise française. En 2004, dès les premières ventes de coffrets cadeaux, l'administration française tente de les interdire au motif qu'une telle activité nécessite une licence d'agent de voyage que Pierre Stérin n'a pas. Il est mis en examen. La préfecture de police intervient par téléphone pour dissuader les magasins. Les ventes de coffrets retombent à 0. Il écrit au président Chirac et au ministre Sarkozy. Après 18 mois de procédure pénale, il est relaxé car la vente d'un coffret cadeau ne comporte pas de réservation et peut donc être assimilée à celle d'un chèque cadeau. Cette jurisprudence conduira à une loi officialisant ce nouveau métier. À partir de 2006, sa société s'implante à l'étranger, en Europe, aux États-Unis et au Canada. En 2007, il rachète les parts de ses associés. Il rachète également la maison mère belge avec l'aide de la société Naxicap. Il rebâtit sa société Smart & Co et crée la marque Smartbox. En 2013, il quitte la direction de Smart & Co mais en reste actionnaire. L'année suivante, le fonds d'investissement Naxicap lui cède sa participation ainsi qu'aux dirigeants de Smart & Co. Il délocalise en Irlande le siège de l'entreprise. Putain, c'est vraiment un patriote ce gars.
C'est vraiment un super patriote. Il est Grand trop bien. patriote. C'est le P de Périclès, patriote. Putain, le gars ne paye pas ses impôts, quoi. Réfugié fiscal, il est pas du. En 2008, il investit une partie des dividendes issus de Smartbox dans la société startup La Fourchette, service en ligne de réservation de restaurants pour les particuliers. Et ça, c'est pareil, c'est des trucs où tu as des parasites qui viennent et tu te dis, mais si on avait un truc public, tu vois, on pourrait avoir une espèce de plateforme publique où les restaurants, ils s'inscrivent et tu peux réserver sur un restaurant gratuitement, tu vois. Genre, pourquoi est-ce que tu as un type qui vient prendre 10% ou 8% sur l'activité de gens qui font de la bouffe? Enfin, c'est aberrant comme truc. Oui, mais il s'est fait tout seul, pas du. C'est pas un assisté, lui. En 2009, il lance la société d'investissement Smartco Ventures, entièrement alimentée par ses propres fonds, les bénéfices réalisés dans le groupe Smartbox. Et ça, c'est intéressant parce que c'est pareil. Les gens vont te dire, oui, il a mis de l'argent. En gros, il y a des gens qui bossent pour Smartbox. Lui, il récupère de l'argent d'exploitation des gens dans Smartbox pour réinvestir dans d'autres boîtes, tu vois. Donc même ce qu'il appelle être une prise de risque, c'est juste de l'extorsion de plus-value sur des gens qui réinvestissent autre part, tu vois. Mais C'est ça. c'est vraiment honteux, quoi. Smart & Co Ventures œuvre dans le domaine des startups du secteur de la distribution de loisirs, investissant 25 millions d'euros dans cette société, dont 5 spécialisés dans la réservation en ligne. Fin 2011, Smart & Co Ventures devient Otium Capital. Le latin Otium signifie loisir en français, afin d'affirmer l'indépendance opérationnelle du fonds d'investissement vis-à-vis de la société Smart & Co. Les Échos qualifient Otium Capital de family office de Sterrin. En 2018, Sterrin possède via Otium Capital la participation dans une trentaine de sociétés pour un montant de 200 millions d'euros. La revente en 2014 de La Fourchette a permis de récupérer 8 fois la mise de départ. Il s'agit en 2018 de la seule revente positive. Et ça, c'est ce que les gens appellent créer de l'emploi. Tu vois, c'est quand même une dinguerie. Là, vous voyez vraiment ce que c'est qu'un capitaliste parasite qui vient tirer du pognon, acquérir une propriété privée, tirer du pognon, se barrer, acquérir d'autres propriétés privées, tirer du pognon. Ce mec ne travaille pas, d'accord ? Il est à la tête d'un fonds d'investissement qui va racheter des trucs. Moi, je veux bien que Pierre-Édouard Sterrin nous dise qu'il a fait son argent tout seul. Si je le vois en photo dans l'usine d'équipements automobiles en train de fabriquer des putains d'équipements automobiles ou en train de conduire le camion qui emmène les équipements là où ils vont être vendus ou assemblés, je sais pas, ou s'il est en train de taper le travail administratif, de faire les fiches de paye, les machins, les trucs, le travail qui est fait par la secrétaire ou la comptable. Bref, ça c'est du travail. Pierre-Édouard Sterrin qui rachète le truc avec son gros pognon, ce n'est pas du travail, c'est du vol. Par ailleurs, l'Express indique qu'Otium Capital s'inscrit dans un projet plus global de Pierre-Édouard Sterrin, celui de façonner un monde conforme à ses valeurs. Ce projet comporte 2 dimensions. L'un d'aspect philanthropique, fonds du bien commun, nuit du bien commun. L'autre d'aspect lucratif avec Otium que Sterrin dirige d'une main de fer, imposant une discipline stricte à lui-même comme à ses collaborateurs qu'il recrute en privilégiant les diplômés de Polytechnique et HEC. Selon l'Express, Sterrin ne s'embarrasse pas de morale chrétienne quand il licencie. Un ancien collaborateur le décrit comme un patron froid et aussi intelligent que tranchant. C'est ça qui est trop bien, je te dis, c'est que son éthos de bourgeois et l'éthos chrétien n'a rien à voir en fait. C'est un truc de fou. En février 2023, un article de l'Express indique que Pierre-Édouard Sterrin se positionne à hauteur de 150 millions d'euros sur un projet de fonds dédié à l'industrialisation en association avec Arnaud Montebourg. C'est improbable ça quand même, avec Arnaud Montebourg. Bravo Arnaud Montebourg, dis donc, Arnaud Montebourg du Parti Socialiste et qui s'est mis à aller dans une école de commerce à nous dire ouais, moi je vais faire du miel, je vais faire de l'économie locale et sympa et puis je vais m'associer pour pouvoir relancer l'industrie française sans jamais me poser la question du putain de capitalisme et des putains de suceurs de plus-value que sont ces connards de patrons. Ah et là, il se retrouve à faire des alliances avec ce genre de mec quoi. Bravo Arnaud Montebourg, est vraiment mais tu es le champion hein. En 2023, les 2 hommes se portent candidats au rachat de l'entreprise Sego qui fournit des pièces pour l'armée et le secteur nucléaire afin d'empêcher son acquisition par un groupe américain. En septembre 2023, Otium Capital, société d'investissement de terrain et les équipes du Made in France, société de Montebourg, créent 2 fonds, Alphéor et Utunda Capital, avec pour objectif annoncé d'œuvrer pour la souveraineté française, notamment dans le domaine du nucléaire. Mais c'était intéressant d'ailleurs, on avait fait des capsules sur le souverainisme avec Chris, où on montrait que le fait que les pays qui avant produisaient pour très peu cher, comme la Chine, produisent pour de plus en plus cher, parce qu'en fait le SMIC en Chine devient supérieur au SMIC dans certains pays d'Europe, parce que leur niveau de vie augmente, et en plus de ça, les coûts logistiques et les coûts de livraison et tout deviennent de plus en plus hauts, et donc du coup il y a un intérêt capitaliste aussi à produire en France.
Sauf que pour produire en France, ces mecs vont devoir faire baisser au maximum le prix de la marchandise travail et donc casser le code du travail. Et donc des types comme Arnaud Montebourg, qui se sont fait passer à un moment donné pour presque la République sociale, souverainiste ou je sais pas trop quoi, sont en train de faire le jeu de capitalistes comme Pierre-Édouard Stérin, qui veulent juste produire en France, mais le moins cher possible, c'est-à-dire que vous cravachiez comme des Japonais qui travaillent genre 56 heures par semaine ou je sais pas trop quoi, avec 2 boulots différents et sans assurance sociale, quoi. Puis le patriotisme s'arrête au moment de payer ses impôts, parce que je vous rappelle qu'il s'est barré de France pour surtout ne pas payer les hôpitaux. Hein. La chimio de votre mère, c'est dans votre cul. C'est pas Édouard Stérin qui va la payer. Lui, il veut juste des bébés blancs. Alfeor a pour vocation de devenir un agrégateur d'équipementiers et de la filière nucléaire française. D'augmenter la capacité de l'industrie française à construire ses centrales nucléaires. Mais en plus de ça, le type a foutu sa société en Irlande. Je veux dire, moi, si je veux qu'il y ait des équipementiers français dans la filière nucléaire française, je veux ça dans le public. Je veux pas ça dans le privé avec un mec qui va ne pas payer ses impôts, tu vois. Enfin, et que le nucléaire français dépende d'un mec dans le privé, c'est l'enfer. Stérin finance le média en ligne Néo. À partir de 2023, un autre média en ligne factuel, parrainé à sa création par la présentatrice de CNews, Christine Kelly, et le consultant de BFM TV, Dominique Rizet, qui, selon Le Monde, épouse les inquiétudes de la droite et de l'extrême droite. Factuel est en sécession de paiement 1 an plus tard. Christine Kelly est évangélique, pas catholique. Ouais, mais elle est aussi un petit peu illuminée. Ah bah, elle est complètement illuminée, Christine Kelly. Elle explique que c'est Dieu qui lui a demandé d'inviter Éric Zemmour et tout. Enfin, oui, bien zinzin. Hein. Il entre au capital du Crayon. Média en ligne de débat s'étant fait connaître pour avoir invité de nombreuses personnalités engagées à l'extrême droite. Il finance avec l'Institut libre du journalisme tenu par 2 journalistes de Radio Notre-Dame qui accueillent notamment Geoffroy Lejeune, journaliste d'extrême droite de Valeurs Actuelles. En 2023, Pierre-Édouard Stérin est candidat au rachat d'Editis, un groupe français d'édition, mais finalement c'est Daniel Kretinsky qui s'emporte avec... Mais c'est ça le pire, c'est qu'en plus même quand c'est pas Stérin qui rachète, c'est quand même un milliardaire qui a une ligne conservatrice. Bien sûr. Kretinsky, c'est celui qui finance le média là, avec Raphaël Antoven, Caroline Fourest et tout. Quoi. C'est le mec qui finance le média du Printemps républicain. Et donc, Marianne, les journalistes avaient fait une grosse... Tu vois, là, je pense que c'est la limite des droitards de Marianne. Oui, parce que moi, je considère... ici, on considère que Marianne est de droite, désolé. Mais des droitards de Marianne, c'est sur le côté fervent catholique, tu vois. Parce que ça reste des laïcards. En fait, des trucs de racelard, si on est très honnête, ça fait un moment qu'il y en a dans Marianne. C'est pas ça qui les choquait avant. Alors, j'imagine que dans la rédaction, il doit y avoir différents types de gens et tout ça. Mais par contre, je pense que ce qui a vraiment été le truc qui a coincé, c'est que Stérin, c'est un catholique fervent. Marianne, avec sa ligne ultra-laïcarde, là, je pense que c'est pas passé, quoi. Mai 2024, il se porte acquéreur du magazine Marianne, avec lequel, selon Le Monde, il partage la ligne anti-wokiste et anti-Macron. L'odeur de Marianne. On en avait parlé d'ailleurs de camarades qui étaient à Marianne et qui voulaient continuer à écrire sur notamment le génocide en cours à Gaza et qui avaient trouvé ça dégueulasse et qui avaient fini par devoir, je crois, démissionner de Marianne parce que c'était, on leur a imposé de ne pas trop en parler, quoi, en gros. À la suite de la mise en avant des liens entre Stérin et le Rassemblement national, la rédaction de Marianne s'oppose à l'unanimité à ce rachat. En juillet, Daniel Kretinsky met fin aux négociations avec Pierre-Édouard Stérin pour la vente de l'hebdomadaire. Oui, c'était ça. C'était Kretinsky qui a gardé Marianne, mais qui imposait quand même des trucs par rapport à Gaza. En février 2025, il exprime son intérêt pour le rachat potentiel de Valeurs Actuelles. Stérin envisage... Mais en plus, ça sert à rien. Je veux dire, le mec fait des moves qui servent à rien. Si t'es d'extrême droite, t'as pas besoin de racheter des médias d'extrême droite, tu vois. Achète des médias pas d'extrême droite pour les rendre d'extrême droite. Quel est l'intérêt de racheter Valeurs Actuelles, tu vois? En fait, Stérin, par exemple, il n'aime pas la ligne RN. Elle est, je le cite, trop socialiste et pas assez libérale sur le plan... En fait, c'est la ligne économique qui lui va pas. Oui, donc moi, je pense il a la ligne Retailleau, lui. Et c'est ça. Et du coup, je pense que le calcul qu'il fait, c'est qu'il a conscience qu'il y a plusieurs types d'extrême droite et que lui, il veut que sa ligne d'extrême droite soit hégémonique dans l'extrême droite française. Dans la première moitié de l'année 2025, il achète 2 fonds d'infodivertissement, Serfia, actif essentiellement sur X, et Explore Media, actif sur plusieurs plateformes YouTube, TikTok. Vie privée, il a 5 enfants. Blancs, j'imagine. Petit joueur. Hein. Il a dit qu'il fallait en faire 10, moi je comprends pas. Alors, Pierre-Édouard Stérin est peut-être pas au courant, mais à part les immenses bourgeoises qui ont énormément de thunes pour déléguer le travail domestique à des femmes prolétaires, personne ne veut faire 10 mômes. Hein. T'en fasses 3, 4, 5, tu vois, c'est possible. 10 mômes, volontairement, je dis pas personne, allez, peut-être 0,00001% des meufs sont d'accord pour faire 10 mômes, mais vraiment, Pierre-Édouard, déjà, commence par les porter et les accoucher, tu vois, et puis les allaiter.
Puis après, on en reparle, t'en fais 2 déjà, puis après, on en rediscute. Sa femme a fait l'école à la maison pour les deux aînés. Je Tiens rappelle donc. que la glorieuse Chine de Xi Jinping a aboli l'école à la maison. Et ça, c'est bon, ça. Bravo, camarade Chi. Mais surtout que les gens pensent que c'est par rapport à ça, ils vont te dire oui, mais c'est que les gens ils sont pas capables de le faire. Moi, je suis capable parce que j'ai. C'est pas une question de niveau intellectuel. Je veux dire, il y a plein de gens qui pourraient un peu potasser de la pédagogie, même si c'est dur et que c'est un vrai métier. Je veux dire, mais qui pourraient potasser de la pédagogie pour faire un peu de l'école à la maison. C'est pas le problème. Le problème, c'est que l'école, c'est aussi un lieu de sociabilisation où tu rencontres d'autres personnes. Alors bon, j'imagine que l'école dans laquelle il met ses enfants, c'est pas un lieu de grande diversité sociale, tu vois, mais tu rencontres d'autres personnes. Tu rencontres aussi une institution qui a ses défauts, mais qui est aussi à l'image de la société dans laquelle vont vivre les gamins. C'est-à-dire que si le gamin il a pu faire que ce qu'il veut à la maison et puis que d'un coup, ça n'arrivera pas à ses gosses encore une fois, mais d'un coup il tombe sur le marché du travail où il doit faire face à un patron à la con, ben ça va être très très compliqué pour lui à 18 ans de s'adapter au monde extérieur, quoi. Et donc l'école, ça permet aussi parfois de faire un pont entre ta famille et puis la société, quoi. Encore une fois, la question ne se pose pas quand tu es hérité de 200 millions d'euros chacun. Et évidemment que c'est différent et que ces gens-là ne seront jamais soumis à personne. Mais si, par leur père, mais il faut quand même se rendre compte de ça. Et je me permets, Padu, les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Tu sais, il y a aussi dans la volonté de faire l'école à la maison où Ça appartient à la nation. Non, ils appartiennent ni à la nation, ni à leurs parents. Et donc, cette espèce de truc de considérer que tu n'as pas envie que tes enfants soient confrontés à autre chose que ton idéologie à toi, qui n'est pas une vie en dehors de la vie que toi, tu as prévue pour eux, je suis désolée, mais c'est un problème. Notamment parce que, alors, loin de moi l'idée de dire que ça concerne Pierre-Édouard Stérin, qui est probablement un être humain parfaitement génial, hein, je n'ai aucun doute là-dessus, mais en fait, il y a des gens, c'est des gros bâtards avec leurs enfants. Il y a des gens, ils les battent, ils les violent, ils les endoctrinent pour ne pas leur donner la possibilité de vivre de leurs propres ailes plus tard, alors que normalement, le travail de parents, mais d'une société tout entière, c'est d'accompagner un enfant, de l'aimer très fort et de lui donner toutes les clés pour qu'il puisse plus tard s'émanciper lui-même et se réaliser lui-même dans le collectif. Désolé, mais ce truc de moi, je veux que mes enfants ne soient confrontés qu'à ça, qu'ils ne mangent que ça, qu'ils ne lisent que ce type de bouquins, qu'ils ne voient que ce type de production culturelle et tout. Désolé, mais non, en fait, tes gosses ne t'appartiennent pas. Il est présenté comme un catholique traditionnaliste, cependant il récuse cette appellation en se présentant comme un catholique pratiquant, assistant habituellement à la messe dans sa forme ordinaire. De fait, s'il a participé une fois au pèlerinage Notre-Dame de chrétienté, il a été avec son épouse un habitué des sessions de Paré le Monial organisées par la communauté charismatique de l'Emmanuel. En 2012, alors que François Hollande devint président de la République, Stérin fuit la France avec sa famille. Putain, le mec, il s'est dit, ça y est, les chars soviétiques sont à Paris, quoi. Hollande est élu. C'est la fuite à Varennes. Craignant notamment une hausse des impôts. Il s'installe en Belgique, ce qui lui permet d'échapper à l'impôt sur les plus-values. Le Figaro décrit ce départ en Belgique comme un paradoxe apparent, Stérin se définissant lui-même comme un patriote et voudrait servir et aider son pays. L'humanité qualifie Stérin d'évadé fiscal, de drôle de patriote. Le Figaro indique que, à la différence de la très grande majorité des grandes fortunes ayant fui l'impôt, Stérin affirme reverser à des associations en France les sommes économisées grâce à son installation en Belgique, qu'il estime entre 200 000 et 300 000 euros. Mais c'est nul, 200 000 et 300 000 euros, il a 1,6 milliard de portefeuille. Que Le mec est prêt à... Enfin, c'est trop bizarre. Stérin affirme que la gestion privée est plus efficace que la gestion publique et préfère répartir des fonds à sa discrétion plutôt que de payer des impôts qu'il estime mal utilisés par l'administration publique. C'est bon, ça. C'est classique libertarien, ça. Tu le rappelles souvent, mais la gestion privée de l'assurance maladie, en tout cas, n'est pas plus efficace que l'assurance publique. Ah, mais elle est largement moins efficace. Ça coûte vachement plus de thunes parce qu'il faut rémunérer des actionnaires et des PDG avec la thune qui est cotisée. Enfin, c'est une catastrophe, quoi. Mais c'est pareil partout, en plus. Stérin s'installe en Belgique également pour fuir la pression administrative française. Il a notamment eu à vivre plusieurs contrôles fiscaux et un procès intenté par l'administration concernant son entreprise Marbach avant d'être relâché après un an de procédure judiciaire. En 2023, Stérin est décrit comme étant affecté par la descente de police à son domicile et les gardes à vue. Stérin affirme avoir subi chaque année un contrôle malveillant de l'inspection du travail et en disant une dizaine de procès dont il n'a perdu aucun, mais qui l'ont usé en raison d'un stress permanent. En Belgique, Stérin crée une holding belge BAD21 en référence à l'année 2021, date à laquelle il veut avoir donné tous ses actifs en vue d'une reconversion dans les actions caritatives. Un projet décidé en 2012 lorsqu'il quitte la France. Stérin crée plusieurs entreprises en Belgique, notamment Reload Labs dans le secteur du parfum, mais ces entreprises belges échouent. Arnaud Montebourg, un associé de Stérin, tique un peu sur l'évasion fiscale parce qu'il est associé de Stérin, Arnaud Montebourg réellement. Apparemment, hein.
sur l'évasion fiscale de ce terrain et lui demande de il revenir tique un s'installer en peu. France. Il lui demande de revenir s'installer en France. Il tique un peu, Arnaud. Il est là. Oh, je tique. Hein. Oh là là, c'est bizarre un peu cette histoire. Bah alors, Selon la Arnaud. lettre, ce terrain est conscient d'un défaut de cohérence et en conséquence annonce en 2022 qu'il prépare son retour en France dans les prochaines années. 2 ans après, il n'est toujours pas revenu. Bah oui, bien sûr. Et il reviendra sous Mélenchon en 2027 par la peau du fion. Engagement politique. Ce terrain se revendique libertarien, défavorable à toute intervention de l'État dans l'économie. L'Expression du Monde le décrive comme conservateur social anti-avortement, proche de Manif pour tous, favorable à ce que son épouse reste à la maison. Et Non, adepte mais de vraiment, théorie du complot. Montebourg, il a du nez. Hein. Il a vraiment du nez, Arnaud. Hein. Adepte de la théorie du complot du grand remplacement, il finance le site Maman Vogue qui suggère aux femmes de s'abstenir de tout recours à l'IVG. Selon Mediapart, la charte RH du bien commun produit une politique chrétienne antiprogressiste, l'adoption d'un calendrier rythmé par les fêtes du calendrier liturgique chrétien, la prohibition de l'écriture inclusive. Il utilise sa fortune pour évangéliser la France. Tu sais, excuse-moi, juste très rapidement sur inciter les femmes à ne pas recourir à l'avortement, mais il croit à quoi en fait, Pierre-Édouard Stérin? Il croit que quand t'avortes, quand t'as envie d'avorter, c'est genre que t'avais pas trop réfléchi à la question en fait. Et si quelqu'un te dit mais non en fait, tu pourrais ne pas avorter, tu fais ah mais oui, j'y avais pas pensé putain. Moi j'étais là, je pensais que j'allais avorter parce que j'ai 16 ans et que je suis pas du tout au moment de ma vie où je peux, ou alors parce que j'ai accouché il y a genre 2 mois et que je suis pas prête à retomber enceinte maintenant, ou alors parce que juste j'ai pas envie d'un enfant ou d'un autre enfant. Enfin je sais pas, et toi tu crois que c'est parce que tu vas convaincre les femmes de ne pas faire ça, qu'en fait elles avaient juste pas bien réfléchi au truc quoi, mais quelle dinguerie hein. Donc là, ça nous explique qu'il a kiffé Éric Zemmour et puis après, il rencontre Éric Zemmour mais s'en éloigne lorsque la campagne commence, étant en particulier méfiant au sujet de la place accordée à sa compagne conseillère Sarah Knafo. Je cite, « Un homme qui choisit mal sa femme choisira mal ses ministres et celui qui la trompe trompera aussi les Français. » Let's go. Il déteste Sarah Knafo. Ça nous fait un bien commun, ça nous fait un point commun. Ah oui, mais alors tu vois, je me demande pour quelle raison Pierre-Édouard Stérin la déteste. Est-ce que c'est de l'antisémitisme et tout, j'en sais rien. Parce que nous, on la déteste parce que c'est une énorme racelarde fasciste, tu vois. Mais lui, bien sûr. Il est ça. Donc pourquoi il la déteste? Est-ce que c'est par misogynie ou par antisémitisme? Voilà, c'est ça ma question. Donc, il facilite la vente de la propriété familiale de Rueil-Malmaison de la famille Le Pen pour 2,5 millions d'euros en finançant son achat par François Durvy, numéro 2 d'Otium Capital. Celui-ci est conseiller de Marine Le Pen en 2021 et assiste Jean-Philippe Tanguay dans la rédaction du programme des élections législatives. Stérin rencontre Marine Le Pen pour la première fois lors d'un dîner en 2021 au domicile de Durvy. Ils n'ont pas d'affinité immédiate, Stérin jugeant Le Pen trop à gauche sur les questions économiques. Plusieurs candidats de l'alliance menée par le RN et le président contesté des Républicains Éric Ciotti lors des élections 2024, notamment Tiffaine Dejoie et Vincent Trébuchet, employés de la start-up studio de la Fondation du Bien Commun, sont plus ou moins des proches de Stérin. François Durvy cherche à infléchir le programme économique du RN afin de le rendre compatible avec la ligne libérale prônée par Stérin. Bah, tu vois, il est peut-être plus proche de Bardella du coup, Stérin. Oui, mais je crois qu'avec Bardella, ça se passe bien. Tu sais qu'il note les gens. Il paraît qu'il note chaque personne qu'il rencontre avec une note sur 10. Knafo a une mauvaise note, mais Bardella a une bonne note. Il est comme le POI, il a des fiches. Ouais, mais ses fiches, elles sont moins bien, je pense. Ouais, moi, je lançais la rumeur que Stérin est au POI, hein, mais voilà, quoi. Il est décrit par Le Monde comme un admirateur d'Elon Musk et de Donald Trump, évidemment inspiré du libertarien Peter Thiel. Il étudie les projets de création de nouveaux pays destinés à être vendus à des communautés, s'intéressant notamment à la possibilité de faire de la Corse une terre libertarienne. D'accord. Le projet de Zinzin. Bolloré a ça avec la Bretagne, hein, tu sais. Ben ouais. Bon, sur le projet Périclès, ça finit en disant qu'il entend combattre le socialisme, le wokisme, l'islamisme, l'immigration, l'extrême gauche, qui mentionne... Ouais, il s'inspire de Viktor Orban, classique. Ces financements incluent des organismes comme l'Institut de formation politique. Donc ça, c'est le truc de Marion Maréchal, ça ? Si. L'entreprise Data Realist Council, le Journal du Dimanche, Boulevard Voltaire, Frontières, encore des médias comme L'Incorrect ou Contrepoint. Le projet finance également l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Ah oui, ça c'est trop bien. L'Observatoire de l'immigration et de la démographie, t'as l'impression que c'est un truc public, tranquille et tout, objectif. En fait, c'est des énormes droitards financés par ce terrain. Il est convoqué à une commission d'enquête auquel il ne se rend pas. L'homme d'affaires craint pour sa sécurité, mais quelques minutes avant, il choisit CNews pour s'attaquer aux députés. Le fait qu'il ait refusé d'aller à la commission parlementaire, c'est puni par la loi, hein, c'est interdit. Il a refusé 3 fois, donc là, il est mis en examen. À des sanctions pénales, ouais. Mais comme il vit en Belgique, bon.
Bref, sur ce, que pensez-vous de Pierre-Edouard Sterrin? Pire ou mieux que Bolloré? Dites-nous en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à la chaîne PADU, PADU, la chaîne de Zoé, Zoé-YT, à Position Revue, à aller voir notre Twitter, TikTok, Insta, à donner sur le Tipeee, parce qu'on ne touche pas l'argent de Pierre-Edouard Sterrin, ni de Kretinsky, ni de Bolloré, ni de personne. Sur ce, on vous dit à plus. À plus tout le monde, on va combattre Edouard Sterrin hyper fort, let's go.